Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver dans votre 19h. Dans l'actualité, les chiffres de l'emploi. Les chiffres de l'INSEE révèlent une baisse du nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A. Les détails dès l'ouverture de ce journal. L'actualité, c'est aussi la préparation de la rentrée. Un peu tôt, direz-vous, et pourtant, Transdev lance déjà la campagne d'abonnement pour les cartes de bus. La société de transport scolaire va à la rencontre des parents pour les aider. Et puis, nous parlerons livre avec Fanzava et les liens du sang, le tome 2 des aventures de Fanzava, personnage de Nadia Bonaidi qui explore le monde fantastique maoré. Nadia Bonaidi est l'invitée du 19h. Bienvenue à toutes et à tous. On ouvre donc ce journal avec cette nouvelle étude publiée par l'INSEE sur l'état du marché du travail à Mayotte. Ce deuxième trimestre 2024 enregistre une baisse du nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A, 3,1% de moins. Davantage de précisions avec Chafanti Alibako. Le nombre de chômeurs inscrits à France Travail en catégorie A, c'est-à-dire sans activité, diminue au deuxième trimestre à Mayotte, avec une baisse de 3,1%, portant leur nombre à 14 085. Selon les chiffres publiés par l'Institut national de la statistique, c'est 450 personnes de moins qu'au premier trimestre. La baisse est plus caractérisée sur un an, 19,6%. En incluant l'activité réduite, les catégories B et C, le nombre de demandeurs d'emploi s'établit à 16 755, soit une baisse de 0,7%. Et nous ne sommes pas égaux face au chômage. Les seniors ont davantage trouvé une place dans le marché du travail ce deuxième trimestre. L'INSEE note une baisse de 5,6% pour les 50 ans et plus, contre 3,5% chez les moins de 25 ans. Aussi, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A diminue de 5,6% pour les hommes et de 1,9% pour les femmes. Cependant, sur l'année, la diminution des demandeurs d'emploi en catégorie A chez les femmes est beaucoup plus significative, 21,9% contre 14% chez les hommes. Et en bref, cette information, aucun cas de choléra à Mayotte depuis le 12 juillet dernier. Un fort ralentissement donc selon Santé publique France. Au total, 221 personnes ont eu le choléra à Mayotte avec 22 cas importés. 5 personnes sont mortes du choléra et 2 autres décès sont partiellement imputables au choléra, toujours selon Santé publique France. La rentrée scolaire approche à grands pas et certains parents procèdent déjà aux abonnements Transdev pour les bus scolaires. La société de transport a décidé de se rendre au plus près de ses clients pour les accompagner dans leur démarche. Ismaël Mohamed Ali et Bibi Mariam Alidi. C'est en voisine que Frahani Madi, habitante de Andjema, se présente à l'antenne estivale de Transdev de Dzoumogné. Munie de ces documents, elle souhaite renouveler l'abonnement de ses enfants. J'ai 3 enfants, donc je suis venue renouveler les passe-bus pour les enfants. C'est un avantage pour moi, c'est assez plus près. La clientèle du jour est majoritairement constituée de parents soucieux d'anticiper une rentrée scolaire qui se rapproche à grands pas. J'habite à Majikavo, mais j'avais des commissions par ici. J'en ai profité pour prendre l'abonnement de mon enfant. Le prix de l'abonnement du transport scolaire interurbain s'élève à 50 € l'année par enfant. Je trouve quand même c'est un petit peu cher. Parce qu'il y a d'autres choses à acheter, il y a les fournitures, il y a les habits. En même temps, pour la sécurité des enfants, parce que le matin, on va travailler, on n'a pas le temps d'aller déposer. Donc, c'est assez mieux. C'est cher, mais il n'y a pas le choix, on va payer. On veut que nos enfants se rendent à l'école en sécurité. Depuis le 1er juillet, les usagers de Transdev peuvent acheter leurs cartes dans les 6 points de vente de l'île. Cette année, la campagne d'abonnement a été axée dans le corps commercial de Dzoumogné. Nous, ce qu'on remarque, c'est que ce n'est pas tout le monde en fait, qui a cette facilité-là à utiliser l'outil informatique. En étant au plus proche d'eux, en choisissant des points de vente qui sont au cœur des villes, ça leur permet de se déplacer plus facilement. Et puis, nous, on est là pour les aider.
30 000 élèves en moyenne sont transportés quotidiennement par les bus du réseau Allo. 58% d'entre eux sont des lycéens et 37% des collégiens. Le reste, des étudiants. Et on reste toujours sur la route. Si vous habitez la 3CO, vous avez peut-être remarqué ces nouveaux panneaux routiers avec un pouce levé implantés un peu partout. Il s'agit du réseau Pouce. Dès le mois de septembre prochain, ce réseau d'autostop bien encadré et déjà existant en France hexagonale sera effectif dans le centre-ouest de l'île. Chafanti Alibako et Jaidi Maoulida. Vous les avez sans doute aperçus dans les 4 coins du centre-ouest. Il y a 68 arrêts réservés aux autostoppeurs. Ici, la pratique est courante, car les taxis se font rares. Là, j'aimerais aller à Kombani. Là, je vais faire du stop parce qu'il n'y a pas beaucoup de taxis. Des fois, ils arrivent hyper tard. On ne peut pas aller à Mamoudzou. En fin de matinée, difficile de trouver un transport à Tingoni. Hassani se contentera d'un taxi informel. Bientôt, au même endroit, il sera possible d'attendre un automobiliste grâce au réseau Pouce. Ce dispositif met en relation autostoppeurs et automobilistes via une application mobile. De quoi ravir les adeptes. Là, je pense que ça va nous aider un peu. Parfois, c'est difficile pour nous de se déplacer en fait. Parfois on peut trouver le taxi facilement, parfois on galère. Ce dispositif pensé par la 3CO sera mis en place en septembre prochain. Consciente du manque de transport collectif, l'intercommunalité du centre-ouest veut encadrer l'autostop. Mobicop, un réseau d'autostop qui est organisé, fiabilisé, sécurisé. L'usager viendra consulter cette application pour connaître à quel moment la voiture va passer et à quel endroit. Et donc, à ce moment-là, il fait son inscription tout simplement. Une enquête commandée par la 3CO sur la mobilité et le projet Réseau Pouce dit la population concernée favorable à 80% au dispositif, en attendant les transports en commun. Fanzava et les liens du sang, c'est le tome 2 du premier livre de Nadia Bouanaïdi, Fanzava et le monde des esprits, paru aux éditions Hirizia Maoré. Ce livre fantastique nous plonge dans l'imaginaire maoré, le monde des invisibles, notamment le monde des Mwanaïssa. Et pour en parler un peu plus, Nadia Bouanaïdi est notre invitée de ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Fanzava et le lien du sang. Je disais donc c'est le tome 2, l'aventure de cette Mahoraise de 15 ans qui découvre qu'elle abrite une puissante esprit en elle. Alors d'abord, pourquoi ce nom de Fanzava et ensuite pourquoi cet univers des djinns et des Mwanaïssa? Donc pourquoi le nom Fanzava? Donc Fanzava, ça veut dire la lune en kibushi. Donc j'ai choisi ce nom-là parce que ça m'évoquait un peu l'espoir, une lueur d'espoir, mais également la lune, ça a une grande signification dans plusieurs civilisations et donc pour nous les Malgaches. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce prénom-là. Et donc on reste dans ce monde un peu imaginaire. Alors pourquoi ce monde de djinns et de Mwanaïssa? Du coup, pourquoi cet univers-là? Parce que bon, faut savoir que je suis très passionnée par l'univers japonais, donc les animations japonaises. Et je trouvais fascinant comment ils mêlent leur culture dans les animations ou même les mangas, leurs créations artistiques. Et lorsque je voyais tout ça, je me suis dit, en fait, à Mayotte, on a aussi tout ça, le monde des esprits. Eux, ils ont le démon renard, nous, on a le Mwanaïssa. Oui, parce que c'est vrai que c'est tout ce monde invisible, je disais, le fantastique, notre imaginaire qu'on a eu dans les contes, hein, les Angans. C'est important aujourd'hui de rendre visible ce monde invisible. Pour moi, c'était important parce que j'ai grandi avec les contes, les Hali qu'on me racontait quand j'étais petite. Et donc, c'était un univers qui m'a toujours passionnée entre ces monstres fantastiques qui peuvent se transformer, mais également la magie que peuvent posséder les gens.
Et donc, ça m'a toujours passionnée. C'est pour ça que je suis partie sur cet univers-là. Et quel retour vous avez aujourd'hui sur le fait finalement de rendre visible tout ça? Quel retour vous avez? Ça dépend, parce que de la part des enfants, bon, ils sont émerveillés, hein, donc ils posent beaucoup de questions. Donc, souvent, je les rencontre lorsqu'on fait des visites sur les sites de Chirongui. Donc, lorsqu'ils voient la grotte de Tanmalandi, donc ça leur rappelle le livre. Donc, ils sont curieux. De la part des adultes, c'est un peu différent parce que voilà, c'est un peu tabou dans notre société de parler des djinns. Donc, ils vous disent que vous n'auriez pas dû révéler tout ça? Donc, c'est pour eux, ils pensent un peu comme si je parle d'un livre scientifique, que je donne une recette pour comment se faire posséder à les invocations. Donc, ils ont plusieurs a priori, alors que ce n'est pas du tout ça que je montre dans ce livre-là. Merci beaucoup, Nadia Bonaidi, de nous avoir parlé de ce livre, Fanzava et les liens du sang. Parlons à présent de la disparition de Lina, 15 ans. C'était en septembre dernier dans le Bas-Rhin. Les enquêteurs sont sur des avancées importantes. Des nouvelles recherches ont été lancées après la découverte d'indices dans une voiture volée. Laurence Naon et Margot Delaunay. L'épais mystère autour de la disparition de Lina est-il en train de se dissiper? De vastes opérations de fouilles sont en cours dans le département des Vosges pour retrouver le corps de l'adolescente de 15 ans. Il y a 4 jours, son ADN a été décelé dans une voiture volée. La géolocalisation révèle que ce véhicule se trouvait bien à proximité de l'endroit où la jeune fille a disparu. Mais selon nos informations, l'homme suspecté du rapt de Lina s'est suicidé au lendemain de la saisie de la voiture. Les enquêteurs doivent donc chercher la trace de Lina sans ces indications. Tous les parcours du véhicule qui a pu être repéré en géolocalisation et le téléphone de l'individu qui s'est suicidé également, qui a pu être géolocalisé, tous les points sur lesquels ils ont borné, marqué, vont être inspectés et vont être fouillés. Septembre 2023, Lina quitte son domicile pour se rendre à pied à la gare où elle doit prendre le train pour rejoindre son petit ami. Mais elle ne prendra jamais ce train. Elle est vue pour la dernière fois sur cette route où son téléphone cesse brutalement d'émettre. Pendant 10 mois, les enquêteurs multiplient les investigations, les fouilles, les perquisitions. Des suspects sont même mis en garde à vue, mais l'enquête est dans une impasse. La mère de Lina, qui a toujours cru à la thèse de l'enlèvement, lance alors un appel. Si quelqu'un se souvient de quoi que ce soit, a oublié de dire quelque chose, un détail, il faut le dire. Les enquêteurs vont devoir passer au crible l'environnement familial, amical et professionnel de l'homme qui s'est suicidé pour tenter de comprendre ce qui est arrivé à Lina. On parle à présent des Jeux Olympiques aux Jeux de Paris. La défaite de la judokate française Clarisse Agbenienou en demi-finale contre la Slovène Andrea Leski. Pourtant, en quart de finale, la championne olympique en titre avait battu la Kosovare Laura Fazliou en 34 secondes. Les handballeurs tricolores ont subi hier une deuxième défaite d'affilée, battue cette fois-ci par la Norvège, une défaite concédée sous les yeux de l'ancien capitaine de bleu Jackson Richardson. Le reportage de Johnny Lerivain et Nourdine Bensmail. Après le revers du premier match contre le Danemark, les supporters tricolores espèrent une réaction de leur champion olympique, vive si possible, mais elle sera timide contre des Norvégiens beaucoup plus mordants, plus percutants, plus efficaces en première mi-temps. Les Bleus sont dominés car encore trop nerveux, brouillons et maladroits. Dans les tribunes, Jackson Richardson a l'air contrarié. Les Norvégiens mènent à la mi-temps 16-11. Richardson constate l'écart, les errances, mais croit à un possible redressement pour la suite. Je trouve qu'on joue sur un faux rythme. Je pense qu'il faut impérativement qu'on essaie d'accélérer parce que là, on était en train de se faire marcher dessus. Il faut impérativement qu'on essaie d'être un peu plus efficace en attaque, d'être plus solide pour pouvoir récupérer les balles. Parce que là, si on commence à courir après le score, on va se mettre en difficulté, on va commencer à douter. Et ce n'est pas le moment de pouvoir se dire qu'on arrive dans cette phase-là. La suite, c'est Dikamem qui enchaîne les buts. Mais il est le seul à le faire. Dans son sillage, les autres Bleus ont du mal à se montrer efficaces. Tout est poussif pour les Bleus, alors que les Norvégiens semblent euphoriques.
Il s'impose logiquement 27-22 contre des Bleus comme en plein doute. C'est difficile de penser qu'on n'est pas dans le doute parce qu'on vient de perdre 2 matchs. La façon dont on les perd, ça se voit que c'est pas fluide, il y a un truc. On va se trouver des solutions entre nous, mais il faut rester positif. On va trouver des solutions. C'est la pression d'être à domicile, ça, ou pas, qui fait que... Non, je pense pas. Après peut-être, j'en sais rien. Mais moi personnellement, c'est pas ça. Donc on va trouver la solution, il n'y a pas de problème. Faut rester concentré et rester positif. 2 matchs, 2 défaites, dit quand même, et l'équipe de France n'ont plus trop le droit à l'erreur. Le reste 3 matchs à mieux négocier contre l'Égypte, l'Argentine et la Hongrie. Et c'est la fin de votre journal. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, la météo. Et puis, je vous retrouve juste après pour le journal en Shimaoré. Pour la rappel, le jeu Like la Première se poursuit sur le compte Instagram de Mayotte La Première en scannant le QR code qui s'affiche sur votre écran. Demain matin, 6h, l'information revient avec Frati Youssouf Saïd. Très belle soirée à tous.